Parmi les 8 départements que compte le musée du Louvre, celui dirigé par Yannick Lins est le plus récent de tous. Fondé en 2003, il accueille depuis 2012, dans la cour Visconti, des œuvres d'une grande diversité. Céramique, objets d'orfèvrerie, peinture, textile et plus encore. Provenant d'un territoire s'étalant de l'Inde à l'Espagne, elles y sont toutes regroupées autour d'une appellation créée au XIXe siècle par les orientalistes, les arts de l'islam. Alors pourquoi appelle-t-on cet art art de l'islam ou parfois art islamique? Il faut savoir que c'est une formule inventée par les Européens. Si vous allez au Caire ou si vous allez à Téhéran et que vous leur parlez d'art islamique, ils ne sont pas très à l'aise. Eux vont parler d'art iranien, d'art arabe, parfois même d'art égyptien. Alors les Européens qui se sont pris de passion pour ces œuvres d'art très tôt, et notamment durant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, dans ce mouvement qu'on appelait l'orientalisme, eh bien ce sont ces savants, ces amateurs de l'époque qui ont désigné cette catégorie artistique comme étant, à l'époque on disait plutôt art musulman, et puis c'est devenu art islamique. Mais c'est évident que pour le public qui arrive dans nos espaces, c'est par là que l'on commence à les accueillir en leur donnant une définition et en leur rappelant cette origine du mot. Quand on parle de la collection du Louvre, nous démarrons, les premières œuvres sont celles du début de l'islam, donc on peut dire d'une certaine manière après la mort du prophète, même si ce n'est pas la mort du prophète qui détermine la naissance de l'art islamique, mais on va dire à la fin du 7e siècle, dans la transition de l'Antiquité, et s'arrête encore une fois pour ce qui est du Louvre au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que, on le sait, le musée du Louvre présente une sélection qui s'arrête en général pour laisser la place au musée d'Orsay en 1848. Alors 1848, ça peut avoir un sens pour l'Europe, ça on n'a pas du tout pour le monde oriental, et donc le choix que nous avions fait au moment de l'ouverture du département, voilà presque 10 ans, c'était de s'arrêter en gros à la fin du XVIIIe siècle avec ces dates toujours un peu artificielles de 1798 qui est l'expédition de Bonaparte en Égypte. Après, si vous sortez du Louvre, certains musées comme le British Museum, le Metropolitan Museum vont jusqu'à aujourd'hui avec tout le débat sur qu'est-ce que l'art islamique contemporain. Les arts de l'islam, par leur désignation même, semblent associer art et religion. Ils englobent cependant toute une production à décor profane, dont la richesse et l'invention stylistique sont les témoins d'une grande diversité artistique et culturelle. Alors, ces plaques d'ivoire viennent très vraisemblablement d'un même objet que l'on suppose être un trône. Ils ont été sculptés en Égypte. Et quand on regarde de près ces objets, j'aime les montrer pour démontrer que l'art islamique est un art figuratif. Il peut évidemment être un art non figuratif quand il est notamment destiné au décor d'objets religieux, mais l'art islamique est l'art des palais, l'art des sultans, des rois, des empereurs, et comme tous les rois du monde, ils aiment qu'on représente leur vie, leur haut fait sur les objets du palais. Donc ici, le prince est celui qui est avec son turban sur le cheval. Il a à la main, parce que c'était souvent une technique de chasse, le faucon. Et puis dans les deux autres fragments, ce sont des scènes de musique, de danse, oserais-je dire de beuverie. En tout cas, les princes aimaient boire tout en écoutant de la musique. Ici, une femme jouant un luth,
avec toujours ce rappel des décors animaliers, d'un lion qui combat un cerf et d'un faucon qui attrape un capridé. Donc la chasse n'est jamais très loin, mais c'est une illustration de la vie du prince au Caire au XIe siècle, comme si on y était. C'est très important de rappeler quelle est cette limite territoriale du monde islamique. Déjà, pour lutter contre un préjugé trop souvent répandu, c'est que l'islam, c'est pas uniquement les Arabes, mais que la civilisation islamique, c'est une diversité culturelle qui, ici, au Louvre, vont de l'Espagne jusqu'à l'Inde et recouvre, je dirais, au moins 4 cultures. Outre la culture arabe, bien sûr, on a une majorité de collections portant sur la culture iranienne, mais aussi turque, et notamment d'époque ottomane, et puis indienne, et puis des œuvres qui viennent de ces merveilleuses oasis de Samarcande et de Boukhara, dans ce territoire que l'on appelle aujourd'hui l'Asie centrale, et qui était aussi un carrefour pour cette civilisation. Et là aussi, ça vaut la peine de se poser la question de quelles sont ces bornes territoriales si on sort des collections du Louvre, puisque on le sait, rien que aujourd'hui, le monde islamique est beaucoup plus vaste que même ce grand territoire entre l'Espagne et l'Inde, puisqu'il y a une culture islamique ou des cultures islamiques en Afrique, il y en a en Indonésie, dans tout l'océan Indien, mais en tout cas, c'est pour nous une vraie promesse aussi d'extension et d'enrichissement de ces frontières. Au milieu des nombreux objets emblématiques du département des arts de l'islam, une œuvre en métal interroge inexorablement les visiteurs. Le regard est attiré par les rondes animales ornant son contour, par les contrastes colorés des incrustations et par son usage identifiable avec difficulté. Alors cet objet, c'est en fait le bas d'un grand chandelier, puisqu'il manque en fait la partie verticale et la finition du chandelier. Donc il faut imaginer l'objet fini qui fait plus d'1 mètre de haut. Ces grands chandeliers sont typiques de la culture iranienne médiévale entre le XIe et le XIIe siècle. Ce type de chandelier ornait souvent des mausolées, des monuments sacrés. Ce qui est extraordinaire dans ce chandelier qu'on appelle souvent entre nous le chandelier au canard, c'est sa technologie. On a affaire sans doute à une des premières pièces de cette technique qui va perdurer ensuite en Iran et aller jusqu'en Égypte durant toute la dynastie mamelouk, le métal incrusté. Donc ce métal travaillé, sculpté, ensuite incisé et rempli avec de l'argent ou de l'or ou parfois une pâte noire. Donc on voit ces incrustations encore présentes. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a été façonné d'une seule pièce de métal. Puis il y a 2 bandeaux avec des inscriptions qui ne sont pas du tout dans la même langue. L'une est en arabe et l'autre en arménien. Une fois de plus, c'est la trace de l'histoire de cet objet voyageur. L'arabe est contemporain au temps de fabrication de l'objet. Malheureusement, l'écriture est très effacée, mais il y avait sans doute des noms propres. Et alors l'arménien peut sembler surprenant, mais c'est toute l'histoire de nos objets voyageurs, c'est qu'il a été identifié au XVIIe siècle en Turquie, dans une église arménienne, et sait-on pourquoi? Il s'est retrouvé au début du siècle, au début du XXe siècle, grâce à un collectionneur, Piet de la Tauderie, ici au Louvre, et son frère jumeau, puisqu'il a un frère jumeau, est au musée d'art islamique du Caire.
Quels sont les liens existants entre toutes ces productions, aussi diverses soient-elles ? Donc, qu'y a-t-il de commun, je dirais, de l'Espagne jusqu'à l'Inde? La question est compliquée, mais je dirais qu'il y a à la fois des codes de représentation. Par exemple, quand on prend un support si glorieux dans l'art européen qui est la peinture, on voit bien que jusque très tard, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, où l'Iran est fasciné par l'Europe et copie la grande peinture sur toile, le mode de représentation et de création, de recréation du monde que peut représenter la composition picturale, c'est clair qu'on le voit dans la peinture de manuscrits, ce qu'on appelle par ailleurs souvent les miniatures. Et là, que l'on soit à Bagdad au Xe siècle, à Ispahan au XVIe siècle ou en Inde au XVIIe siècle, on a un point commun qui est effectivement, alors que l'Europe va, dès la fin du XVe siècle, passer à l'imprimerie et laisser tomber la tradition du manuscrit enluminé, ça c'est une vraie tradition qui perdure, encore une fois. Le premier Coran imprimé, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le monde oriental, au Liban. Donc ça, je trouve que c'est une chose. Une autre chose qui traverse un peu les cultures, et de manière d'ailleurs historiquement, par la circulation des artisans et des transferts technologiques, c'est les inventions techniques, par exemple, d'une certaine céramique que très vite, d'Espagne jusqu'en Asie centrale, on va appeler la céramique lustrée. Alors il s'agit d'une grande coupe que l'on date du Xe siècle. Xe siècle, c'est l'époque du califat abbasside, c'est-à-dire de ce grand califat conquérant dont la capitale est Bagdad. C'est une époque encore d'expansion des territoires islamiques. C'est intéressant parce que autant l'iconographie que la technique révèlent cette naissance de l'art islamique. Alors pour ce qui est de l'iconographie, peut-être que c'est pas facile à voir, mais en fait il s'agit d'un personnage militaire avec un casque qui tient de ses deux mains un étendard tel qu'on les brandit dans les défilés militaires ou dans les batailles quand les troupes arrivent. C'est comme par hasard une iconographie qui intéressait beaucoup Daesh il y a 4-5 ans dans leur propagande islamique depuis l'Irak. Parce qu'évidemment, et c'est là où l'art islamique qui apparaît, que l'on définit souvent, à juste titre, comme une continuité de l'art antique ou byzantin, change radicalement quand même certains codes, et notamment alors que cette dynastie politique et religieuse du califat est dans une propagande de conquête, évidemment que de mettre ce symbole militaire sur une céramique de luxe finalement qui était utilisée dans des banquets est absolument caractéristique de l'esprit de l'époque. L'autre chose qui est caractéristique pour moi de l'art islamique, c'est la technique. Si l'on regarde, on voit que cette céramique bicolore a des reflets exceptionnels comme peut l'avoir un métal bien lustré, et c'est pour ça qu'on appelle cette technique la céramique lustrée. C'est clairement une technique que l'on ne connaît pas avant ces premiers siècles de l'islam. Après, j'aimerais quand même revenir à la calligraphie, parce que même si au début je vous disais je voudrais dépasser un peu la vision orientaliste du 19e, la calligraphie et le rapport, je dirais, de l'écriture et des objets, de l'incarnation du verbe, indépendamment de
toute dimension religieuse. D'ailleurs, on a souvent abordé ça par le biais, et ça existe sur les objets religieux, des sourates de Coran, etc. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est de voir combien beaucoup d'objets ont une calligraphie avec donc un message. C'est pas juste un décor d'écriture, il y a un message, mais aisément, soit on va donner la parole à un poète, et quand c'est pas de la poésie, ça peut simplement être de souhaiter les vœux de bonheur, de prospérité aux propriétaires de l'objet. Donc ce rapport verbal qui en plus se développe très tôt avec des codes d'ornementation. Aujourd'hui, on fait appel à des graphistes quand on veut des typographies décoratives qui identifient enfin, un projet ou quelque chose. C'est une forme aussi de graphisme de l'époque, mais ce code décoratif ajoute, je dirais, la vision, la beauté formelle à l'importance du contenu. Ça, finalement, ça identifie quand même le rapport du propriétaire et de manière générale, donc d'une société aux objets, aux beaux objets. Enfin, c'est un rapport, alors affectif, ça existe aussi bien sûr en art occidental, mais le fait de l'exprimer sur l'objet et que finalement ce soit visible de tous sans qu'on le dise, mais qu'on le prône sur l'objet lui-même, c'est un rapport à l'art et à l'expression de sa passion artistique un peu différente. Voilà, c'est des exemples, on pourrait en trouver d'autres.